À la deuxième partie de priorité au décryptage. Après l'étiquette de président des riches, certains voudraient bien lui coller l'étiquette de président des villes. Emmanuel Macron participera la semaine prochaine à son premier congrès des maires en tant que président de la République. Des maires qui se sentent souvent abandonnés, des campagnes délaissées. Alors pour éviter les sifflets, le ministre de la Cohésion des Territoires a assuré cette semaine, en tout cas a tenté de rassurer, le président n'arrivera pas sans rien face aux maires cette semaine. Le gouvernement n'arrive jamais les mains vides. Mais je voulais dire que les élus locaux, je suis un élu local depuis longtemps. Je connais les difficultés. Il n'y a jamais eu la volonté de mener une politique contre les collectivités locales. Ça n'a aucun sens. Nous travaillons constamment avec les collectivités locales. Le dialogue n'a jamais été réellement rompu. Alors qu'il y ait des postures, nous en avons l'habitude. Quel est le gouvernement qui n'a pas eu quelques conflits ou quelques heurts avec les associations d'élus ? Alors derrière les postures des uns et des autres, quelle est la réalité de nos campagnes? Emmanuel Macron est-il le président des villes? On va décrypter tout ça avec Jannick Halimi, bonjour, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Vincent Louot, bonjour, maire Les Républicains de Sigogné, c'est en Touraine. 400 habitants à peu près. Et Philippe Laurent, bonjour, maire UDI de Sceaux en Hauts-de-Seine, secrétaire général de l'Association des maires de France. D'abord, j'ai envie de me tourner vers vous, Vincent Louot. On parle beaucoup, souvent, régulièrement, du désarroi des campagnes, du désarroi des petits villages. Est-ce que véritablement, concrètement, vous ressentez un sentiment d'abandon, vous vous sentez délaissé par l'État? Alors clairement, vous savez, les politiques d'aménagement du territoire, depuis plusieurs dizaines d'années, ont fait le choix de flécher beaucoup vers les métropoles, les grandes agglomérations, les financements. Les riches sont toujours plus riches, et c'est vrai que les ruraux, comme on nous appelle, on sent tout doucement la barque ralentir, les entreprises ne viennent plus chez nous, et le cœur vraiment le nerf de la guerre, c'est l'entreprise. Il faut créer de l'emploi dans nos campagnes. Autrement, les villes sont mortes. Les villages sont morts. Concrètement, c'est essentiellement de l'emploi qui vous manque dans vos campagnes, où il y a des choses très simples, les services publics, l'entretien des bâtiments. Et concrètement, comment ça se traduit? Alors concrètement, c'est 400 habitants, moins de 350 000 € de budget. On a transféré beaucoup de compétences vers l'intercommunalité, qui marche bien. On a une communauté de communes qui est très dynamique, 25 000 habitants, qui prend à bras-le-corps nos nouvelles compétences. Mais c'est vrai que la petite commune, on a des difficultés pour entretenir nos routes, c'est basique, mais on n'a plus d'argent pour entretenir. C'est ce qui fait la vie des Français au quotidien. Et c'est ce que fait la vie des Français au quotidien. Et c'est vrai que là, les entreprises, on en a besoin pas dans mon petit village, mais on en a besoin dans mon intercommunalité, sur des pôles de centralité. On a besoin de créer de l'emploi pour avoir vraiment du dynamisme. Et non pas, je suis à 40 km de Tours, qui est devenue métropole, une petite métropole, mais dans le sud du Lochois, je peux vous dire que les difficultés des maires, c'est encore pire que moi. C'est vraiment très très difficile. Alors dans ce contexte, comment sera accueilli Emmanuel Macron cette semaine au Congrès des maires? Allez, on va juste se replonger. Il y a un an, c'était pas Emmanuel Macron, évidemment, c'était François Hollande. Voilà comment il avait été accueilli pendant son discours. La baisse prévue des dotations se fera. J'en vois qui n'auraient sans doute pas voulu que je prenne cette décision. Mais j'ai considéré, dans l'état actuel des finances publiques, que ce que je pouvais faire était ce que je pouvais honorer. Philippe Laurent, vous êtes l'un des responsables de ces congrès des maires de France en tant que secrétaire général de l'Association des maires de France. Est-ce que... Oui, j'étais là d'ailleurs. Et vous étiez là, j'imagine bien. Vous siffliez ou pas? Non. Non, pas vous. Est-ce que vous comptez siffler cette semaine quand Emmanuel Macron va venir face à vous? Non, la question n'est pas là. C'est pas de siffler. En réalité, la question, c'est de faire comprendre à l'ensemble de notre classe politique nationale, parce qu'il n'y a pas que le président de la République, il y a un certain nombre de ministres. Pas M. Mézard, qui en effet connaît les choses, mais il y a beaucoup de ministres qui évidemment n'ont pas la connaissance du territoire. Et puis il y a aussi beaucoup de parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas cette connaissance. Il faut donc que nous fassions preuve d'abord de beaucoup de pédagogie pour expliquer ce que fait la commune, et pas la commune rurale bien sûr, mais aussi la petite ville, mais aussi la grande ville. Et d'ailleurs, lorsque on cherche à opposer les métropoles et puis les communes rurales, nous, à l'AMF, nous récusons cette opposition parce que, y compris au sein des métropoles, il y a des villes moyennes qui sont en grande difficulté. C'est le cas, par exemple, dans la métropole de Paris, mais c'est le cas aussi dans les grandes métropoles de Lyon, de Lille, etc. Donc, il y a véritablement
j'allais dire, une absence de conscience de l'importance de l'action de la commune, des intercommunalités, pour la vie quotidienne des Français. Si nous ne sommes plus là, il ne se passe plus rien. Alors, on a quand même entendu cette colère. Il y a eu un appel de 100 maires contre Emmanuel Macron publié dans Marianne cette semaine. Plusieurs initiatives. Yannick, je voudrais qu'on rentre dans le cœur des choses avec vous. Les raisons de la colère, alors on en a pris 3 parce que c'est les 3 principales, mais évidemment il y a peut-être bien d'autres raisons dont on va discuter. La baisse des dotations de l'État, 13 milliards d'euros sur 5 ans en moins, c'est ce qu'a dit le président de la République. La suppression de la taxe d'habitation qui rapportait 22 milliards d'euros aux communes. Et puis la diminution des contrats aidés. Est-ce que ces 3 éléments-là peuvent permettre de dire, Yannick, qu'Emmanuel Macron est le président des villes, plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs? Moi, j'ajouterais 2 autres raisons. Il y a aussi le schéma directeur de limitation, enfin voilà. baisse des je vais y arriver, de baisse des dépenses, en tout cas de faire des économies. La trajectoire des finances publiques. Voilà, la trajectoire des finances publiques. C'est et puis aussi, voilà, en gros, le fait que les communes doivent faire des économies. Non, c'est pour expliquer simplement. Voilà, exactement. Et puis la limitation, pour faire court, de l'endettement aussi, qui sont 2 pressions supplémentaires. Alors oui, on peut dire, si vous voulez pousser la comparaison président des villes, oui, ce sont des raisons qui expliquent en tout cas la colère des élus, et notamment des élus de zones, de territoires qui ne sont pas prospères, qui connaissent, comme disait monsieur, peu d'activité économique et donc un fort chômage. Mais à la limite, je dirais qu'il n'y a pas que les zones oubliées de la République, j'allais dire. Je veux dire par là qu'il y a des villes, voire des petites métropoles aussi, qui se trouvent dans des situations économiquement graves. Donc même président des villes, ça peut paraître même trop large. Mais tout de même, je ne vais pas en rajouter sur les épaules de monsieur Macron, parce qu'il y a ce que vous venez de dire. Il y a les contraintes supplémentaires, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. D'abord, M. Macron n'est pas le seul à avoir engagé cet effort financier. C'est ce que disait François Hollande il y a un an. Voilà, exactement. Et M. Sarkozy aussi l'avait fait, notamment avec la réforme de la taxe professionnelle. 1, ce n'est pas le seul. Et 2, ce n'est, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, le premier étage d'une fusée, parce que il y a le contrôle des finances, pour faire vite, mais il y a aussi tout le réaménagement urbain et des territoires qui devrait être la 2e étage de la fusée Macron-Mézard, si je puis dire, dont on parlera tout à l'heure. Et là, je pense que ce serait totalement réducteur de dire que Macron n'est que le président des villes. Alors pour être encore plus pédagogique, je voudrais qu'on regarde comment les communes elles sont financées, d'où vient leur argent. En fait, il y a 3 sources principales, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord. La première source, c'est les impôts et les taxes locales. La deuxième source, ce sont les fameuses dotations et subventions de l'État. La troisième source, ce sont les emprunts. On parlera de l'endettement des communes, il est assez important. Non. Il n'est pas important, on en reparlera. Non, on va d'abord un mot de ça. 5% de l'endettement public, Voilà, vous savez, ça va pas loin. Et pourtant, vous dites... Pourtant, vous dites que la pression et les contraintes que vous impose M. Macron et son gouvernement sont insupportables. Donc. Et oui, parce que les contraintes, si elles étaient mises en œuvre effectivement, elles aboutiraient à une diminution encore de cet endettement, c'est-à-dire encore moins d'investissement. Voilà. Donc il y a véritablement la volonté, on le sent bien, d'une mainmise et d'un corsetage complet du système des collectivités locales, pas seulement des communes, des régions, des départements aussi. Nous sommes en retrait, en retour sur tout un processus de décentralisation qui a pourtant fait ses preuves depuis presque 40 ans. C'est ça le vrai sujet. C'est pas uniquement la baisse des ressources. Vincent Louot, cette répartition de l'argent des communes, est-ce qu'il n'y a pas un rééquilibre à faire, à opérer pour que ça fonctionne mieux et que vous ayez plus de flexibilité, plus d'argent pour que ça fonctionne mieux? Une chose, l'emprunt, il ne finance pas le fonctionnement des communes. Contrairement à l'État qui utilise l'emprunt pour faire fonctionner la France, les communes, c'est strictement interdit. Nous faisons fonctionner nos communes avec les impôts et les dotations et subventions de l'État. Quelle est la part entre les subventions de l'État et les dotations et les impôts locaux? Les impôts locaux, je vais prendre la taxe d'habitation, c'est 50 000 euros dans ma commune sur 350 000 euros. En pourcentage? En pourcentage, un septième. C'est un septième, voilà. Donc vous êtes dépendant en grande partie des dotations et subventions de l'État. Mais bien sûr, mais c'est normal, parce que le fonctionnement, l'organisation structurelle de notre État, c'est comme ça. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Nous représentons les collectivités territoriales, régions, départements, communes, 18% de la dépense publique.
Seulement 18%, 43% pour le social, le reste pour l'État, 39% pour l'État. Donc vous savez, serrer le kiki des 18%, nous, ça nous fait mal. Donc on veut bien participer au... Et on l'a déjà fait. Et on l'a déjà fait, on l'a déjà prouvé. Surtout les départements et les communes, on l'a déjà prouvé, on a largement prouvé. Mais par contre, aujourd'hui, M. Macron nous dit on ne serrera plus le nœud que l'on a autour du cou. On prend acte pour 2018. Ça, c'est ce qu'il va encore nous redire, mais Mézard nous l'a déjà dit à l'ADF, c'est-à-dire il n'y aura plus de baisse de dotation. Mais par contre, après le choc de 13 milliards, on va le reprendre encore. Et là, nous, on dit clairement, stop, on ne pourra plus faire d'investissement, donc d'emprunt. On va faire baisser l'emprunt, mais on n'investira plus dans nos communes. D'un mot. Ah, d'un mot, non, allez-y. Ah d'accord, pardon. Non, c'est vrai que Emmanuel Macron y est allé d'une main de fer dans un gant de fer. Il est en train de passer la paille de fer avec tout ce qu'on vient d'émettre en termes de sacrifices, d'efforts financiers. En plus, il y a une étape qu'avait déjà un peu franchie M. Sarkozy avec la réforme, ce que disait M. Laurent, la réforme de la taxe d'habitation, qui fait que, en tout cas en apparence et dans un premier temps, il y a une reconcentration du financement, puisque cette taxe qui est à la disposition des collectivités locales, pour faire vite, va remonter à l'État. Enfin, la compensation, ça va être l'État qui va la décider. Mais ça, c'est vraiment le côté musclé auquel nous a habitués Emmanuel Macron vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis des syndicats, des organisations syndicales et patronales. Mais encore une fois, ce que cherche à faire M. Macron, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais ce qu'il a commencé de faire, c'est qu'il veut engager, ça c'est nouveau, pour le coup, une grande politique de contractualisation avec les collectivités locales. Ça, et on en reparlera tout à l'heure. Oui. Alors oui, parce que je voudrais qu'on avance sur un des points, parce qu'une fois qu'on a parlé budget, je trouve que ça peut être parfois un peu abstrait. Non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Là. Les communes ne sont pas surendettées. Non, on ne sont pas surendettés, vous nous l'avez expliqué. 5%, c'est ça, de la dette? Nous représentons 5% de l'ensemble de la dette publique. Alors, et les collectivités locales dans leur ensemble, c'est à peine 10%. On va quitter les chiffres. Pas totalement les chiffres, on va quitter les budgets. Je voudrais qu'on parle du nombre d'élus locaux, parce que c'est aussi une des questions. On se dit des fois, est-ce qu'il y en a trop? Et s'il y en avait moins, est-ce qu'on gagnerait un peu plus d'argent pour que ça fonctionne mieux? Il y a 35 498 communes en France, il y en a 1160 en moins en 2 ans. Ça fait 600 000 élus municipaux. Alors est-ce qu'il faut réduire ce nombre? Édouard Philippe s'est exprimé cette semaine, c'était dans la Gazette des communes, et voilà ce qu'il dit. Édouard Philippe, ce débat sur le nombre d'élus municipaux est étroitement lié à celui du nombre de communes. Jusque-là, on le suit. Pour ma part, je considère qu'il résulte de notre histoire et de notre géographie. Nous n'avons pas vocation à le réduire de façon autoritaire. La réduction du nombre de communes est une possibilité, mais à condition qu'elle soit souhaitée. Est-ce que vous souhaitez une réduction du nombre de communes? Est-ce que ça marcherait mieux avec moins d'élus, moins de communes? Je ne suis pas certain que ça marcherait mieux, mais si les collectivités, les conseils municipaux, les maires et les populations le souhaitent, nous avons toutes les boîtes à outils nécessaires pour travailler ensemble. Et nous le faisons. L'intercommunalité est développée depuis plus de 100 ans en France. Mais est-ce que ça n'a pas fait un millefeuille qui a fait exploser les gens? C'est une question. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il faut une seule grande entreprise en France ou tout un tissu de PME? Qu'est-ce qui est mieux? En général, on dit que c'est plutôt le tissu de PME parce que c'est plus réactif, c'est plus souple, etc. Nous, c'est pareil. Nous avons créé des intercommunalités qui fonctionnent. Certaines fonctionnent mieux que d'autres, certaines sont plus intégrées que d'autres. Tout dépend de la culture locale. Donc, on partage tout à fait ce que dit le Premier ministre. Le Premier ministre a une conscience assez fine de ce que nous sommes. Il a été maire d'une grande ville, il a été président d'une communauté d'agglomération, il connaît donc le tissu communal. Et en général, ce qu'il dit sur nos sujets, nous l'approuvons assez largement. Le problème, c'est que ça n'est pas forcément entendu par un certain nombre de ses collègues, et notamment par les parlementaires, y compris par le président de la République. Donc c'est ça le sujet. Mais vous savez, la question des communes nouvelles, vous avez dit moins 1100 communes. Ça, c'est parce que nous avons créé des communes nouvelles. Nous avons la boîte à outils pour le faire. La loi existe. Elle a été très bien travaillée, y compris par l'AMF. Et donc maintenant, les maires s'en saisissent très rapidement dans l'ouest de la France, un peu moins ailleurs. Ces communes nouvelles, pour faire simple, il faut le temps. Communes qui ont effectivement rationalisé un peu l'organisation, c'est une fusion de communes. Oui. Est-ce que, Yannick, il faut aller vers ça pour épurer un peu, pour gagner de l'argent? Écoutez, certainement, sauf que dans un premier temps, ça va plutôt vers la superposition du millefeuille, parce qu'il y a les communes, il y a aussi, lorsqu'elles s'agrègent, l'échelon supplémentaire des agglomérations ou des communautés urbaines. Donc, dans un premier temps, ça multiplie les feuilles. La commune nouvelle, c'est pas un échelon de plus. Les agglomérations. Les communes nouvelles remplacent les communes. Bon, d'accord. Donc, vous voyez,
Mais in fine, effectivement, 36 000 communes dans un pays comme la France, je crois que c'est un des pays, en tout cas au prorata des habitants. Est-ce que ça coûte cher? Le problème, est-ce que ça coûte? Mais écoutez, c'est pas tellement que ça coûte cher, c'est qu'il peut avoir des économies à faire in fine. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, si on allait au bout d'une logique qui n'est plus, heureusement, celle des élus locaux et des élus municipaux, qui ont fait leur risorgiamento, leur révolution culturelle, on l'a dit, mais à un moment, chaque commune devait avoir son bureau de poste, chaque commune devait avoir sa piscine pour des raisons X, Y, Z, voir son hôpital, je caricature un peu. Il n'y avait pas 36 000 communes et 36 000 hôpitaux. Je caricature un peu, mais c'est vrai que plus il y a d'élus, plus il y a une demande, que ce soit pour des raisons légitimes ou des raisons électorales. Donc le but et la rationalisation, Vincent quand Loup, même, attendez, je donne la parole à va dans le sens d'un agrandissement du territoire des communes, que ça s'appelle agglomération. Ou Vincent Loup, est-ce que... Moi, je voudrais qu'on vous rebondissiez là-dessus. Vous, peut-être pas, mais est-ce que vous regardez les communes autour de vous, certaines, et vous vous dites, oui, il y en a qui abusent? Mais attendez, le débat, 600 000 élus, 90% des bénévoles. Non, mais on parle de quoi? De gens qui sont conseillers municipaux dans une commune, des bénévoles. Alors dire qu'il ne faut pas diminuer un peu, moi j'ai 11 conseillers municipaux, je serais d'accord pour qu'on fasse descendre tout d'un étage. C'est-à-dire qu'on repasse à 9, là on vous fait déjà 20% d'économie, sans avoir rien fait, on a poussé dehors 20% de bénévoles. Ce qui est très intelligent dans les forces progressistes de notre pays, ce qui est l'intelligence même. On a déjà viré les bénévoles. Ça très bien. Après, l'effort, on veut bien tous le faire, les communes. Mais moi, je suis au milieu de la campagne, à 6 km du premier village de mes voisins. Ça n'a aucun sens de fusionner 3 communes qui sont au milieu de la campagne sur une ligne de crête. Aucun sens. Par contre, 2 communes qui s'entendent bien, qui se touchent, il y a juste le pont à traverser, je parle à côté de Chenonceau, par exemple. Chenonceau, toute petite commune, à côté de Civray en Touraine. Si demain les 2 maires décident de se marier, ils se marient. Mais attention, il faut le faire au bon moment. Il faut le faire avant les élections. Et il faut expliquer à la population, on va faire ça, je demande le mandat pour faire ça. On ne fait pas ça à la hussarde, le maire avec l'autre maire, entre copains, un soir, où on dit on fusionne les communes. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les gens réagissent très très mal. Mais pourquoi voulez-vous faire ça de cette façon? Personne ne vous demande de le faire à la hussarde. Saint-Ouen-les-Vignes, en Touraine, et c'est ce qui s'est passé, et les gens sont vent debout et en révolte dans le village. Alors, voilà. On va poursuivre notre débat avec les questions de téléspectateurs qui nous ont été envoyées pendant nos discussions. Première question qui nous a été envoyée par mail. Les maires sont des héros du quotidien. Il y a des gens qui vous aiment, vous voyez, c'est même la majorité des Français, j'ai envie de dire. L'État doit les soutenir. Il faut le rappeler peut-être aussi, les Français ils sont attachés à leur maire. Oui. C'est pour ça que parfois nous ne comprenons pas très bien l'acharnement dont nous pouvons faire l'objet de la part d'une partie de la classe nationale, de la classe politique nationale, notamment de Bercy par exemple, qui raisonne à court terme. La seule chose qui compte, c'est évidemment le respect de la feuille de route vis-à-vis de l'Europe. Il n'y a que ça qui compte. Mais nous travaillons sur le long terme. Nous travaillons pour le développement de nos territoires. On travaille pour le service public auprès de nos concitoyens, le service public au quotidien. Et si ces équipements publics dont parlait Janine Halimi tout à l'heure, ils sont importants, s'ils sont nombreux, mais s'ils sont utiles, c'est ça la question. S'ils ne sont pas utiles, nous sommes d'accord. Mais les maires une réponse sont rapide plus sur les questions, s'il vous plaît. Vous semblez le penser. Ils savent travailler ensemble. Ça fait Par contre, il y a le mot, des dizaines d'années qu'ils travaillent ensemble. Le mot d'acharnement, Janine, ça vous a fait un peu tiquer. Oui, ça m'a fait un peu tiquer parce que c'est un peu cette victimisation, alors qui est réelle. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a demandé beaucoup aux élus locaux, mais ce que je reproche là aux élus locaux, enfin, si je puis me permettre, c'est qu'on leur demande de voir plus loin que la ligne d'horizon qui était la sienne, c'est-à-dire de s'intégrer dans une zone de développement. C'est ce que voudrait faire le nouveau gouvernement avec ses politiques de métropolisation, faire sur le modèle de Lyon des zones de chalandise et des zones d'activité économique dont pourrait profiter tout le monde, y compris cette fameuse France désertée qui a fait le miel des partis extrémistes lors des dernières élections. Question de téléspectateurs. Attendez, pardon, on va prendre une deuxième question de téléspectateurs qui nous a été envoyée. Et les maires sont-ils assez payés? Vous gagnez combien? C'est vrai que c'est une bonne question. 520 €. Il y a un barème, il faut expliquer. Net, je plaisante, net. 520 €, c'est une indemnité, c'est pas un salaire. Ouais. En fait, il y a des indemnités, vous m'arrêtez si je me trompe, selon la taille de la ville. La taille des communes. Pour moi, un village de moins de 500 habitants, c'est aux alentours de 520-550 €. Donc voilà. Moi, j'ai une ville de 20 000 habitants et c'est 2 900 € net. Voilà. J'ai une question vraiment d'un mot pour qu'on puisse prendre une troisième question. Est-ce que c'est suffisant pour bien faire votre travail? Est-ce que vous êtes obligé de consacrer assez de temps?
Parce qu'il faut travailler à côté pour vivre. Mais moi, je suis agriculteur, j'élève des vaches, c'est mon métier qui me fait vivre. Ma commune, c'est on rend service à notre commune, on est au service de notre commune. Quand on ramasse quelqu'un qui s'est tué en voiture, c'est ça la réalité du petit maire que je suis. Quand il y a un accident, quand il y a une mamie qui tombe, quand il y a un problème de voisinage, quand il y a un couple qui se bat, on y va. Dans les grandes communes, à la limite, ils sont pas embêtés, ils ont des services qui gèrent tout ça. Nous, la petite commune, alors, je trouve un peu culotté la version un peu toute parisienne de dire il faut faire des efforts, il faut que les maires fassent des efforts. Nous faisons beaucoup d'efforts et si toute la vie sociale... J'ai dit que vous en faisiez. Non, mais si toute la vie sociale doit se résumer 40 km autour des agglomérations et des métropoles, eh ben, je ne sais pas comment on va faire dans l'aménagement du territoire. Il y a la plus grosse communauté de communes à Loches. On en parlera tout à l'heure. On n'en parlera pas tout à l'heure parce que ça va s'arrêter. Ça va être l'heure de s'arrêter, mais en tout cas, on aura des choses à dire. Vous reviendrez, le Congrès des maires de France, c'est cette semaine. On n'a pas fini d'en parler sur BFM TV. Merci beaucoup Philippe Laurent, merci Vincent Roux, merci Yannick Halimi d'être venu décrypter avec nous la situation de nos campagnes. On se donne rendez-vous évidemment à la semaine prochaine pour Priorité au décryptage, samedi 14h-17h pour encore plus de décryptage. Bonne journée sur BFM TV.